Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, direction Montabon. Où l'association qui entretient à grands frais le site patrimonial de la Rotonde peine à s'acquitter de sa taxe foncière. Une situation qui questionne le député de la circonscription. Éric Martineau voudrait une dérogation pour ces associations essentielles à notre patrimoine. Et puis à Écomois, les élèves du collège se sont régalés d'un repas de cantine préparé par des chefs sartois, s'il vous plaît. Et deux invités ce soir dans notre journal. Alain Delaillé et Fabien Gache, co-auteurs du livre Renault Le Mans, 100 ans d'histoire sociale et militante de 1920 à 2020, bien sûr. Il est tout chaud, il est en librairie, on en parle. Dans quelques instants, mais pour commencer, plusieurs infos santé. Allez-y Laure. L'équipe paramédicale de médecine d'urgence ou EPMU du pôle santé Sarthe-et-Loire se généralise. C'est officiel désormais. Elle passe en mode 24 heures sur 24 suite à son expérimentation qui, selon les autorités compétentes, a montré de bons résultats. Rappelons que ce service mobile est constitué de personnels paramédicaux tels que infirmiers anesthésistes, aides-soignants et ambulanciers et qu'ils agissent en milieu rural, éloigné de l'hôpital, sous la direction d'un médecin régulateur urgentiste du centre 15. Et puis au moins un nouveau service va bientôt ouvrir. L'aile A du centre de cancérologie de la Sarthe va ouvrir le 17 octobre prochain, rue de Degré. Pour l'instant, il ne s'agit que de certains services comme la radiothérapie. Début 2023, le centre de cancérologie va regrouper le centre Jean-Bernard, la clinique Victor Hugo et les services du centre hospitalier du Mans. Les patients n'auront plus qu'un seul lieu de référence dans le département. Des annonces bienvenues dans un contexte de désertification médicale dans notre région. Oui, et notamment chez nos voisins Mayennais, où s'est rendu le président de la République hier. Emmanuel Macron était notamment dans la commune de Cran pour animer l'une des étapes du Conseil national de la refondation de la santé, inauguré au Mans il y a quelques jours. Une réunion avec des soignants et usagers à laquelle la presse n'a pas eu le droit d'assister. Pour Maxime Lebigot, président de l'association des citoyens contre les déserts médicaux, lui-même soignant en Mayenne, cette réunion de restitution de travaux est une déception. On l'écoute. En fait, c'est une déception tout simplement parce que déjà, M. Macron, avec son ministre Braun et son secrétaire national du CNR, François Bayrou, se sont déplacés dans une zone de la Mayenne où ça se passe relativement bien, l'accès aux soins. Il en manque, comme partout, mais c'est pas là où l'accès aux soins est le plus difficile en Mayenne. Pourquoi aussi? Tout simplement parce qu'ils sont très proches du CHU d'Angers. Et on sait très bien que plus on est proche d'un CHU et d'une fac de médecine, mieux ça se passe, l'accès aux soins. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est une déception parce que, en fait, on aura mieux parlé de la difficulté d'accès aux soins dans le Nord-Mayenne ou à Laval, par exemple. Et puis hôpital toujours, mais au chapitre justice cette fois-ci. Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser 415 000 € à une patiente amputée après un défaut de suivi d'une colique néphrétique. C'était en 2016. Jugement rendu au tribunal administratif de Nantes mercredi dernier, mais que nous apprenons ce jour dans les colonnes de nos confrères de Ouest France. Quand le patrimoine et l'administration ne font pas bon ménage, on va le voir avec la Rotonde de Montabon où les impôts posent un véritable problème. Oui, parce que l'association qui entretient et sauvegarde ce patrimoine a peu de ressources, mais elle est propriétaire du site. Elle doit donc s'acquitter de la taxe foncière et autres taxes sur les poubelles, par exemple. Une somme qui a augmenté de 400% en 6 ans. Un véritable coup de massue pour les bénévoles qui ont déjà bien du mal à trouver des fonds pour faire vivre ce patrimoine. Enzo Maubert. Quand il a reçu cet avis d'imposition, Bruno Duru a bien cru à une erreur. Aujourd'hui, nous devons la modique somme de 5 796 € précisément. Mais la réponse des impôts a vite refroidi ses espoirs. La Rotonde de Montabon est redevable de la taxe foncière et de ses ordures ménagères, même si elle n'a aucune fonction locative. Une application stricte de la loi qui suscite l'incompréhension. On n'est pas contre participer à l'effort collectif de la nation et des contribuables, pourquoi pas, mais il faut que ce soit mesuré et raisonnable. Là, en l'occurrence, on paye un peu plus de 1 600 € d'ordures ménagères, alors qu'on n'a pas de vie à la Rotonde, donc on ne génère pas de poubelles, on n'a pas de déchets ménagers. Auparavant, l'association payait bien la taxe foncière, 1 000 € l'année. Mais avec la restauration du site, notamment grâce au loto du patrimoine, le bâti a pris bien plus de valeur aux yeux des impôts qui ont décidé de taxer plus et ce pendant plusieurs années. Un coup dur pour les bénévoles qui restaurent le bâtiment grâce aux dons des visiteurs.
On prévoit donc en 2026 d'avoir 8 000 euros d'impôt foncier. Avec 8 000 euros, on fait beaucoup de choses. Hein. Le député Éric Martineau s'est saisi du dossier. Il aimerait qu'un amendement soit déposé. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on gèle cette base foncière qui fasse que, OK, il y a des bénévoles qui ont donné de leur temps, il y a l'État, il y a des subventions, il y a des aides, des collectes, des dons qui ont permis que ce soit possible de la rénover à des fins non lucratives. Eh bien, on ne les taxe pas aujourd'hui. En France, une centaine d'associations comme celle de la Rotonde de Montabon seraient concernées par ce phénomène fiscal, sans qu'aucune solution n'ait encore été trouvée. Renaud Le Mans, 100 ans d'histoire sociale et militante. On va en parler avec les deux co-auteurs d'un ouvrage sur le sujet. Ils sont sur notre plateau ce soir, Alain Belayer et Fabien Gachelor. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes co-auteur parmi une douzaine de co-auteurs de cet ouvrage qui est tout chaud, je le disais. Il est sorti en septembre dans toutes les bonnes librairies. Mais d'abord, messieurs, pourquoi ce livre? Alain Belayer, allez-y. Très bonne question. Je dirais qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, c'est les 100 ans, ça faisait 100 ans que la première pierre avait été posée en 1920. Donc 2020, ça faisait effectivement les 100 ans. Donc c'était effectivement une date qui devait s'inscrire dans les mémoires et qui nous a incité à sortir ce livre. Le deuxième point, c'est, comme vous l'avez souvent entendu dire, à une époque, on disait quand Renault tousse, la France s'enrhume. Quand la Renault tousse, la France s'enrhume. Oui, c'est ça. Eh l'usine du Mans n'a pas échappé à la règle. Et effectivement, il y a eu 100 ans de combats, de luttes qui ont amené effectivement à des avancées sociales importantes dont chacun et chacune d'entre nous bénéficie encore aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, on parle de Renault dans ce livre et je tiens vraiment à le souligner. Et je l'ai lu avec énormément de plaisir. Parce qu'en fait, c'est l'histoire des ouvriers sartois au-delà de l'usine Renault. Vous êtes d'accord avec moi, Fabien Gache? Tout à fait, oui. Ça regroupe en fait l'ensemble de la métallurgie sartoise, c'est-à-dire son évolution, avec qui plus est l'arrivée de Renault, mais aussi indirectement tous ceux qui ont de près ou de loin eu un impact. Et notamment, on a l'habitude de dire qu'un emploi Renault, c'est en 4 ou voire 10 si on prend plus largement, y compris le tertiaire. Donc c'est l'histoire en fait de salariés de la Sarthe. Et puis c'est l'histoire des salariés dans la grande histoire, parce que 100 ans d'histoire, ça veut dire les deux guerres. Et ça a vraiment compté. Alors, anecdote, l'usine, on le sait, a été réquisitionnée par les Allemands en 1939 pour réparer chars et avions. Et vous l'avez, j'imagine, peut-être découvert. L'usine a été bombardée en 1944. Ça, je l'ignorais totalement. Un grand bombardement. Et puis, en août 1919, des grands mouvements sociaux dans le milieu ouvrier au Mans. Et c'est à ce moment-là que Renault décide de s'installer au Mans. Alors on voit que toutes ces histoires sont liées, finalement, c'est étonnant. Oui, Alain Belayer. Oui, effectivement, parce qu'il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, la Sarthe a quand même une histoire de la métallurgie très forte, avec énormément de fonderies qui étaient installées. Et à cette époque-là, la direction de Renault souhaitait aussi se décentraliser. Et le site, la Sarthe et Le Mans en particulier, était un nœud ferroviaire important à cette époque-là. Et donc, il fallait aussi une surface assez importante pour, comme Renault envisageait aussi de travailler dans l'aviation, il fallait pouvoir disposer de terrains importants. Donc Le Mans répondait à ces critères-là et permettait une installation de l'usine. Alors la méthode, vous êtes une douzaine de personnes, je disais, vous avez été fortement aidé par Aymeric Tellier, historien et archiviste à l'Institut d'histoire sociale de la Fédération CGT de la métallurgie, il fallait le souligner. Également, vous avez travaillé avec les archives départementales de la Sarthe, on peut le voir à l'image, beaucoup de gravures d'iconographie. Malheureusement, un bémol, vous n'avez pas eu accès aux archives de Renault, comme il peut y avoir dans les grandes entreprises. Malheureusement, bien qu'on l'ait sollicité dès 2018, oralement, par courrier, et la direction générale de Renault n'a non seulement pas daigné nous répondre par écrit, mais seulement entre deux portes, nous expliquer qu'il est hors de question de pouvoir travailler sur la base des archives. Mais vous n'avez pas dit votre dernier mot, il y aura une suite. Vous souhaitez créer un institut, c'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on pense, c'est que le travail de mémoire qui a été fait là, sur 5 ans, pendant 5 ans, c'est un travail assez colossal. On a ouvert, pas simplement avec des militants CGT, c'est aussi le cas d'autres, notamment Alain Malat, qui, sans lui, le livre n'aurait sans doute pas existé. Et donc l'idée, c'est justement de faire en sorte que ceux qui ont vécu les choses écrivent eux-mêmes leur histoire et qu'on sorte un peu de l'histoire
officielle. C'est l'histoire en marche, c'est l'histoire en route et c'est une histoire tout à fait vivante que vous pouvez découvrir. C'est à trouver dans toutes les bonnes librairies et c'est édité par l'Association pour une mémoire sociale et militante Renaud Le Mans. Dépêchez-vous parce que ça part comme des petits pains dans les bonnes librairies Mancel. Merci messieurs d'être venus. Merci à Belle vous. promotion, bravo Laure en tout cas. Les produits locaux étaient à l'honneur ce lundi au collège Alfred de Musset car c'est la semaine du goût. Oui, alors pour lancer l'événement, le département a invité les chefs restaurateurs des 19 bonnes tables, s'il vous plaît, à se mettre derrière les fourneaux de la cantine. Les collégiens ont apparemment apprécié leur repas. En tout cas, c'est ce qu'a constaté Anthony Piton. Vas-y, serre-toi. Vas-y. Elle est bonne la sauce. Bœuf sartois et ses 2 sauces, galettes végétales et chaussons aux pommes. Le menu a de quoi faire saliver les collégiens d'Écomois. Les 19 bonnes tables sartoises se sont invités dans les cuisines de leur cantine. Cuisiner pour les enfants, ça fait plaisir parce que c'est le début de la découverte pour eux. Donc on a fait un petit menu sympa avec des produits locaux. Les goûts, on les apprend et on change tout au long de notre vie. Et des choses qu'on n'aimait pas forcément quand on était jeune, on va pouvoir les apprécier un peu plus tard. Donc plus tôt on est initié et mieux ça vaut. Habituellement, les chefs cuisinent pour quelques dizaines de personnes. Là, c'est pour 450 élèves. Mais leur collègue, spécialiste en restauration collective, est là pour les aider. J'avais déjà préparé en amont avec mon équipe vendredi. Et puis ce matin, je suis venue à 5h pour sortir pour tout sortir des frigos, pour rien oublier. Alors ce repas de chef était-il du goût des collégiens ? Ça va, c'est mieux, on va dire. La viande, c'est la première fois qu'il y en a rouge. C'est très différent. Le repas végétarien, il était très bon. Et le reste aussi. Il y avait de la soupe, on n'en mange jamais. Ils donnent des vraies nourritures saines et j'adore. Tout au long de cette semaine du goût, plusieurs menus spéciaux sont proposés dans les collèges. L'éducation passe aussi par l'assiette. Merci Anthony Piton pour ce beau reportage. Et pour finir, un mot pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Le Festicap de Guescélard, le seul marathon sartois, est annulé. Il aurait dû avoir lieu les 29 et 30 octobre, mais faute de participants, les organisateurs préfèrent prendre une décision raisonnable. Le cœur lourd, on ne vous le cache pas. En tout cas, on leur souhaite bon courage et vous retrouverez le reportage complet dans notre édition de mercredi, Aurélien. C'est dommage, je voulais m'entraîner pour le marathon. Pour le marathon, le 10 km, c'est déjà pas mal, Aurélien. Le 10 km Manime qui arrive évidemment le mois prochain. Merci beaucoup, Laure. Une page de pub, la météo, et puis on se retrouve dans quelques instants pour parler projet touristique avec Sarthe Tourisme et Kiss Kiss Bang Bang. À tout de suite.